Et si on pouvait distiller 17 ans d'expérience en marketing en seulement quelques minutes, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va transformer des années de leçons, de galères et de succès en un plan d'action super clair. Allez, on y va. Alors ce chiffre, il n'est pas là pour faire joli, c'est du concret. 7,8 milliards de dollars de ventes générées pour des milliers de clients. Ça veut dire que chaque conseil qui suit, ce n'est pas de la théorie de bouquin, ce sont des stratégies qui ont été testées sur le terrain et qui ont rapporté gros. Il faut vraiment voir le marketing pour ce que c'est, bien plus que de la simple vente. En fait, c'est une compétence de vie essentielle. Savoir communiquer une idée, que ce soit pour lancer son entreprise ou juste pour défendre un projet qui nous tient à cœur, c'est un vrai super pouvoir dans le monde actuel. On attaque la première phase et c'est la plus importante. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de commencer par le produit. La bonne approche, c'est tout l'inverse. On commence par le marché. Il faut d'abord trouver un groupe de personnes qui a un besoin urgent, presque désespéré, d'une solution. C'est vraiment la fondation de tout. J'insiste là-dessus. On peut avoir le produit le plus incroyable, un logo magnifique et un tunnel de vente parfait. Si on s'adresse à des gens qui n'en ont rien à faire, c'est l'échec assuré. Le choix du marché, c'est la décision qui prime sur absolument tout le reste. Il y a 2 mythes qui ont la vie dure. Le premier, un bon produit se vend tout seul. Le deuxième, un bon marketing peut vendre n'importe quoi. En réalité, les deux sont faux. Les plus grandes entreprises du monde, elles ont compris qu'il faut les deux, un produit exceptionnel et un marketing intelligent. Sinon, on se retrouve soit avec un super produit que personne ne connaît, soit avec un mauvais produit qui crée une armée de clients mécontents. Et voilà la clé. C'est tellement plus facile de répondre à une demande qui existe déjà que d'essayer d'en créer une de toutes pièces. Vendre un filtre à eau à quelqu'un qui trouve déjà que son eau a un goût bizarre, c'est simple. Essayer de le convaincre que son eau est mauvaise alors qu'il la trouve très bien, c'est une bataille perdue d'avance. Il faut trouver un problème existant et proposer une offre qui est juste impossible à refuser. Bon, on a trouvé notre marché. Maintenant, la grande question. Comment est-ce qu'on l'atteint ? C'est le moment de construire le moteur, c'est-à-dire le système qui va capter l'attention, créer de l'intérêt et au final transformer des inconnus en clients fidèles. Il y a en gros 2 grandes philosophies. La réponse directe, c'est pour avoir une action tout de suite, un clic, un appel, une vente. C'est vital pour faire rentrer de l'argent rapidement. Le branding, c'est le jeu de longue haleine, c'est construire une réputation. On ne commence pas par être une grande marque, on le devient. Même Apple, au tout début, faisait de la vente très très directe, avant de devenir l'icône qu'on connaît. Attention, l'idée de la publicité gratuite, ça n'existe pas. On paye toujours, soit avec son argent en faisant de la pub, soit avec son temps en créant du contenu. La stratégie la plus maligne, c'est de faire les deux. On utilise le contenu organique pour tester des idées, voir ce qui plaît, sans dépenser un sou, et dès qu'on trouve un truc qui marche du tonnerre, on met de l'argent dessus pour le montrer à tout le monde. Ce graphique révèle une erreur que font quasiment toutes les entreprises. Elles se battent comme des folles pour les 3% du marché qui sont prêts à acheter là, maintenant, mais l'énorme majorité, les 97% qui restent, est complètement ignorée. C'est là qu'est la vraie opportunité de croissance. Éduquer ces gens, leur faire prendre conscience du problème et les amener doucement vers la solution. L'idée de l'offre par un, c'est tout simple. On inverse le risque. Au lieu que ce soit le client qui prenne un risque en achetant, c'est l'entreprise qui prend tout. Imaginez une garantie du style « si vous n'avez pas tel résultat, non seulement on vous rembourse intégralement, mais en plus on vous donne 100 € pour le dérangement ». Si l'offre ne nous fait pas un peu peur à nous-mêmes, c'est qu'elle n'est pas encore assez puissante. On passe à la phase 3, et c'est sans doute la transition la plus difficile pour un entrepreneur. C'est le moment où il faut arrêter de faire soi-même pour commencer à diriger les autres. C'est le passage de l'artisan au véritable chef d'entreprise. L'analogie du chef de cuisine est parfaite pour ça. On commence parce qu'on adore cuisiner. On dresse chaque assiette. Mais pour passer d'un petit resto à une chaîne de restaurants, il faut lâcher les fourneaux. D'abord pour former son équipe, puis pour développer la marque. La leçon est très claire. Les compétences qui nous lancent ne sont pas celles qui nous font grandir. C'est le piège classique. On devient l'employé le plus occupé, le plus stressé et finalement le moins libre de sa propre boîte. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de se concentrer uniquement sur les 20% d'activités qui génèrent 80% des revenus. Ça permet de dégager assez d'argent pour payer d'autres personnes pour faire tout le reste. Regardez bien cette statistique, elle est très parlante sur la façon dont les efforts sont répartis. La plupart des marketeurs passent à peine 20% de leur temps à penser à la valeur d'un client sur le long terme. Alors qu'en réalité, ils devraient y consacrer 80% de leur énergie. Ça change complètement la perspective. Le but n'est plus de trouver des clients pour le moins cher possible. Le but, c'est de pouvoir se permettre de payer plus cher que la concurrence pour acquérir un client, parce qu'on sait qu'il nous rapportera beaucoup plus sur la durée. Les compétences tactiques, comme maîtriser l'algorithme de TikTok ou de Google Ads, c'est un peu comme construire des châteaux de sable. C'est super utile aujourd'hui, mais la prochaine mise à jour peut tout balayer. Par contre, les compétences de fond, savoir écrire clairement, communiquer une vision, diriger une équipe, ce sont des phares. Elles sont intemporelles et leur valeur ne fait qu'augmenter avec les années.
On arrive à la dernière phase. C'est celle qui fait la différence entre les succès fulgurants mais éphémères et les entreprises qui sont encore là des décennies plus tard. Il s'agit de maîtriser le jeu du long terme. Il y a une différence énorme entre chercher l'argent rapide et construire une richesse qui dure. Prenez Amazon. Pendant presque 10 ans, l'entreprise n'a fait aucun bénéfice. Tout était réinvesti pour construire une infrastructure que personne ne pourrait concurrencer. Aujourd'hui, ils dominent. La morale, le chemin du long terme est bien moins fréquenté, mais les récompenses y sont infiniment plus grandes. Aujourd'hui, on est bombardé de promesses marketing, alors forcément, tout le monde est devenu sceptique. La seule manière de gagner la confiance, ce n'est plus d'être le plus malin ou de crier le plus fort, c'est tout simplement de prouver sa valeur en aidant les gens concrètement, avant même de leur demander le moindre centime. Le service client est souvent perçu comme un centre de coût. Grosse erreur. Les meilleures boîtes le voient comme un investissement. L'exemple du Ritz-Carlton est fou. Chaque employé peut dépenser jusqu'à 2000 $ de sa propre initiative pour régler le problème d'un client et le transformer en fan absolu. On oublie produit, mais on n'oublie jamais l'émotion. Projetons-nous un peu. Bientôt, l'intelligence artificielle va gérer la plupart des tâches techniques du marketing. Mais si tout le monde a les mêmes outils, les mêmes super-pouvoirs, comment on se différencie? La réponse ne sera plus dans la technique, elle sera dans l'imagination, dans la capacité à avoir une grande idée. Et voilà un tout dernier conseil, peut-être le plus contre-intuitif. Pour avoir des idées vraiment originelles, il faut arrêter de consommer de l'information en permanence. C'est en se coupant du bruit, en s'ennuyant un peu, qu'on laisse l'espace à notre cerveau pour faire des connexions nouvelles et faire jaillir des idées que l'IA ne trouvera jamais. La question finale, c'est donc celle-ci. Pendant que la technologie va s'occuper de plus en plus du comment, le succès appartiendra à ceux qui sauront définir le quoi et le pourquoi. La valeur va glisser de la tactique vers la vision. Alors quelle sera la grande idée qui fera toute la différence ?